Bon, alors rebonjour à tous. J'espère que ça va bien. Merci à Patrick Chardonnay qui est là pour la suite de notre matinée avec une présentation qui s'intitule « Vers un espace académique des Amériques à 4 langues ». Et ça me fait plaisir d'accueillir Patrick, qui est titulaire d'un doctorat en sciences du langage à Paris-Sorbonne Nouvelle. Il est maintenant enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté et il est aussi en charge de l'antenne Amérique latine de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, merci beaucoup, Patrick, d'être là ce matin et je vous laisse la parole. Merci. Merci bien. Bonjour, un grand merci d'abord au Centre de la francophonie des Amériques pour cette invitation qui me vaut l'honneur et le plaisir de m'exprimer devant vous ce matin à l'Université d'été, et aussi toutes mes félicitations aux organisateurs à l'Université d'Ottawa pour la qualité de l'accueil et la qualité de l'organisation. Merci véritablement. Mon propos vise donc à réfléchir avec vous aux facteurs adjuvants, aux facteurs d'aide qui permettent de penser que peut se construire un espace académique des Amériques à 4 langues, et bien entendu aux facteurs qui peuvent inhiber cette dynamique. J'aborderai pour cela des questions linguistiques, des questions politiques, d'un double point de vue, celui de responsable de l'antenne Amérique latine du Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la francophonie et celui du chercheur en sciences du langage. Je suis conscient de l'hétérogénéité de la composition de votre groupe, à la fois en termes d'origine territoriale, mais aussi en termes d'occupation professionnelle. Je tenterai donc d'être suffisamment académique pour satisfaire les exigences scientifiques de la formation, mais aussi suffisamment grand public pour satisfaire à la meilleure compréhension de tous. Pour commencer, je pense qu'il est nécessaire d'attirer votre attention sur quelques considérations concernant les langues et la connaissance qu'apportent les sciences du langage, ce qui nous permettra de mieux comprendre pourquoi et comment les enjeux politiques et stratégiques posés par l'intitulé peuvent être résolus et pourquoi ils doivent l'être, de mon point de vue. D'abord, comprendre la différence et les liens entre le fait langagier et le fait linguistique. Ensuite, comprendre comment les données démo-linguistiques qui sont nécessaires sont souvent difficiles à bien saisir pour mesurer le poids des langues et la façon dont on les caractérise entre grandes et petites langues, entre langues utiles et langues qui seraient moins utiles, etc. Pour cerner le fait langagier dans le fait linguistique, commençons par une question générale. Par quoi les langues existent-elles? La question peut paraître saugrenue et encore davantage si j'ajoute une autre question. Les langues existent-elles? Après tout, mis à part l'arabe et l'hébreu qui sont pour les croyants des langues révélées, des langues divines, où on ne se pose pas la question de leur existence de ce point de vue, quels éléments tangibles nous permettent de dire que les langues existent en général et que telle ou telle langue, le français, l'espagnol, le portugais, l'anglais, existent en particulier? Nous savons que nous avons pratiquement tous, à la naissance, la capacité de parler n'importe quelle langue du monde. Et si nous ne savons pas exactement combien un être humain est capable de manier de langues dans sa vie, nous les savons nombreuses. Mais ce que nous, locuteurs, savons des langues provient aussi de notre expérience linguistique et langagière. Nous ressentons parfois des continuums entre les langues, comme le montre cet exemple en français, en italien, en espagnol et en portugais, dans lequel la similitude syntaxique et la transparence lexicale est optimum,
on comprend rapidement comment les choses marchent, mais nous savons aussi que nous ressentons parfois des discontinuums lorsque nous sommes confrontés à un autre système. Confrontés à cette série de termes, comme celle-là, mon répertoire personnel, linguistique et langagier en reconnaît, mais il reste perturbé par le discontinuum de la série. La série, c'est clair, si on ajoute à ces termes, à cette série des termes comme bienvenue, benvindo, bienvenido, welcome, willkommen, je comprends que la série est en fait une série d'adresses de bienvenue. Mais je suis aussi perturbé par le fait qu'il y a des langues qui sont à terme unique et des langues qui sont à terme multiple, contrairement aux langues romanes et aux langues germaniques que j'ai citées, qui sont à terme unique. Donc il y a à la fois de la connaissance, je vais vers quelque chose de connu, mais je suis perturbé par l'inconnu. Ce trait de ce que j'appelle l'entre les langues, entre continuité et discontinuité, est d'une certaine façon le paradigme fondateur des grammaires qui s'organisent autour du rapport à la norme. Ce qui est dans la norme définit le cadre formel d'une langue, ce qui est hors la norme définit ce qui n'est plus dans la langue et se trouve donc autre part dans le langage. Dès l'Antiquité, la grammaire s'est constituée en discipline autonome sous l'influence de deux courants antagonistes qui reflètent ce double mouvement. Le courant des anomalistes, le courant des analogistes. Et on voit se dessiner les deux approches méthodologiques qui ont formaté notre perception des langues par l'éducation scolaire. Rechercher et relever dans les productions les écarts par rapport à une norme, c'est l'anomalie. Rechercher et relever dans les productions des correspondances, des ressemblances, c'est l'analogie. Et quand nous sommes confrontés à une autre langue, quand nous passons d'une langue à une autre, que ce soit à l'écrit, à l'oral, en réception ou en production, que ce soit de notre langue première vers une langue 2 ou vers une langue 3, nous partons toujours du connu pour aller vers l'inconnu. Nous sommes constamment dans des faits langagiers, les réalisations concrètes situées dans l'espace, le temps et la société, que l'on inscrit dans le fait linguistique, la norme formelle, formatée par l'éducation. Pourquoi il me semble important de commencer par cela, ce qui peut vous paraître éloigné en fait du sujet? Eh bien, pour insister sur un phénomène qui est assez souvent négligé quand on parle des langues, je veux parler des représentations socialement construites qui nous donnent une impression de cadre de vérité. Vous le savez très bien, autour des langues circulent des discours, on en a parlé ces derniers jours, certains ont fait des interventions là-dessus. Telle langue est plus difficile que telle autre, telle langue est plus belle que telle autre, telle langue est plus importante que telle autre, tel savoir et tel sentiment est mieux exprimé dans telle ou telle langue. Ainsi, jusqu'au début du XIXe siècle, on pouvait considérer que le grec et l'allemand étaient les langues de la philosophie et on s'interrogeait sur la capacité du latin à l'être. On disait avant-hier que l'italien était la langue de la marine, hier que le français était la langue de la diplomatie. On dit aujourd'hui que l'anglais est la langue des affaires, voire, comme on le disait hier, la langue internationale, la lingua franca. Et on commence à dire que c'est la langue du savoir dans un monde globalisé. Ce n'est pas très éloigné des stéréotypes qui désignent les langues par des auteurs. Le français serait la langue de Molière, l'espagnol celle de Cervantes, le portugais celle de Camões, l'anglais celle de Shakespeare, ou par les émotions. Ah, l'espagnol, c'est la langue de la passion. L'italien, la langue de l'amour. Ah oui, mais le français est en concurrence, parce qu'on dit aussi que le français est la langue de l'amour. Et alors quoi? On ne pourrait pas enseigner en guarani? Faire du commerce en nahuatl? Aimer en quechua? Et décrire le monde en inuit? Bien sûr que si. Tout est possible dans toutes les langues, tous les actes de langage, mais tous les actes de langage ne se réalisent pas dans les mêmes formes dans toutes les langues, ce qui produit de la diversité dans tous les domaines.
Et dans l'opposition monolinguisme-plurilinguisme, il s'agit donc de savoir si cette diversité, souvent présentée par les gestionnaires comme un coût, est un capital facteur de richesse ou un handicap babélien facteur d'appauvrissement. Une étude menée en 2007 par la National Science Foundation américaine a révélé que la diversité au sein d'une espèce est nécessaire pour maintenir la diversité des espèces et vice-versa. L'un des auteurs de l'étude estime que si un seul type est retiré du système, le cycle peut se briser et la communauté devient dominée par une seule espèce. L'appauvrissement de la diversité génétique, tout comme la perte d'espèces, conduit à une perte générale de diversité biologique et à une plus grande vulnérabilité. C'est un principe de l'écologie scientifique des environnements humains. On peut remplacer dans ce discours espèce par langue, ça fonctionne de la même façon, les langues sont partie prenante de nos environnements. Donc la diversité au sein d'une langue est nécessaire pour maintenir la diversité des langues et vice-versa. Si une seule langue est retirée du système, le cycle peut se briser et la communauté devient dominée par d'autres langues et de fil en aiguille par une seule appauvrissante. Les langues représentent à la fois à l'écoute et à la lecture des sources irremplaçables d'informations sur la biodiversité, sur les productions des sociétés, sur les relations humaines et les individus dans leur environnement. Et par la voix et l'écriture, elles représentent des façons différentes de décrire le monde à travers leur système néologique, leur syntaxe, la mise en discours comme la relation de fait, la description et l'argumentation. On a donc affaire à une problématique complexe de représentation qualitative des objets du monde, et je dirais que plus il y a de manières différentes de dire le monde, plus on a de probabilité d'avoir des informations fines pour le comprendre. Mais cette diversité enrichissante s'oppose à un principe, celui de l'économie linguistique, qui, à l'intérieur des langues, tente à simplifier le système pour le rendre plus performant au moindre coût. On est ainsi passé de la complexité de l'indo-européen aux langues actuelles qui continuent d'évoluer vers une économie des signes. Les spécialistes estiment que l'indo-européen, cette proto-langue préhistorique, avait une grammaire complexe qui représentait plus ou moins l'ensemble des langues d'origine indo-européenne d'aujourd'hui. Donc une hypergrammaire très très complexe. On peut se demander s'il n'existe pas une certaine corrélation entre cette propension à l'économie des signes dans la langue et la réduction du nombre de langues, dont je rappelle qu'elles sont à peu près 6 à 7 000 dans le monde. Il n'y a pas de preuve tangible de cela, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Auquel cas, il faut pouvoir être prêt à équiper un maximum de ces langues en outils pour améliorer leur rendement. Qu'est-ce que c'est que l'outil d'une langue? Qu'est-ce que sont les outils des langues? Ce sont les alphabets, les grammaires, les méthodes d'apprentissage, les vocabulaires spécialisés, mais aussi les logiciels de traitement de texte, de traitement de la voix, etc. Ceci afin de protéger la diversité, car la vie d'une langue dépend d'une certaine façon de la vie des autres, de leurs contacts et de leurs emprunts. Il s'agit aussi de la richesse que produit la diversité au sein de chaque langue. Les diversités du français, les diversités du portugais, les diversités de l'espagnol, les diversités de l'anglais. Car c'est la diversité qui, in fine, fait se mouvoir l'espace linguistique global. Si des linguistes estiment que depuis les années 1950, le solde entre la disparition de langues et la création de nouvelles langues est devenu négatif et s'accélère à tel point que certains estiment que le XXIe siècle pourrait voir disparaître 90% de ces 6000 langues qui existent aujourd'hui, on assiste aussi parallèlement à un phénomène massif de diversification au sein des langues. Sous la pression de l'adaptation au milieu, des diversifications peu imaginables il y a un siècle apparaissent. C'est le cas bien connu de la langue hyperdominante, l'anglais, avec ses variantes croissantes dans les différents pays où elle est langue officielle. L'anglais est aujourd'hui la première langue à expérimenter le fait que la majorité de ses locuteurs
et de ses enseignants ne sont pas des natifs et vivent dans des pays où il n'est pas langue officielle. C'est la première fois qu'une langue est dans cette situation. C'est aussi le cas de l'espagnol, que vous connaissez bien aussi, dont l'internationalisation est croissante et dont les normes dans les pays d'Amérique latine se sont éloignées de celles de la Real Academia Española. Et c'est aussi le cas de l'espagnol aux États-Unis, avec l'apparition du Spanglish. Je vous rappelle l'ouvrage de Ian Stavans, The Making of the New American Language, qui parle de la création d'une langue. Lui, il défend la thèse que le Spanglish est une véritable langue, et la Real Academia Española lui a lancé un défi en lui disant « ce n'est pas une véritable langue parce qu'il n'y a pas de littérature ». Et pour prouver que c'était une véritable langue, Ian Stavans a traduit le premier chapitre du Quijote et de Cervantes en Spanglish. C'est encore le cas avec les langues artificielles, très intéressant. Je rappelle que les langues artificielles ont été inventées dans le but avoué de les substituer aux langues naturelles pour faciliter la communication internationale, et elles se sont développées et divisées chacune en une dizaine de variétés localisées, en seulement un peu moins de 2 siècles. On peut donc dire que tout se passe comme si la variation l'emportait toujours sur l'unification. C'est rassurant. Alors, par quoi les langues existent-elles? Par le fait de parler, d'écrire et de comprendre celles qui sont vivantes et de conserver les traces de celles qui ne le sont plus? Par le fait de pouvoir en décrire le système, de les traduire, de les enseigner, ou par le simple fait de les nommer? C'est certainement une combinaison de tout cela, mais on voit bien qu'entre le poids des mots linguistiques objectifs, réels, mais très difficiles à saisir, et les représentations multiples qui se construisent socialement à propos de telle ou telle langue, ce qui compte, in fine, c'est nous, les locuteurs. C'est-à-dire la façon dont chacun de nous, agent de la circulation des langues, nous les diffusons sur sol, c'est-à-dire dans le monde des territoires et des flux de population, et hors sol, c'est-à-dire dans le cybermonde des flux d'informations et d'interactions virtuelles. En choisissant pour parler, pour écrire, pour apprendre telle ou telle langue, en parlant et en écrivant de telle ou telle manière, les locuteurs agissent dans un double mouvement, mouvement mondial de concentration ou de diversification linguistique, mouvement local de standardisation ou de variation langagière. On peut évoquer ici ce que disait Carlos Fuentes en 1999 lorsqu'il recevait à Rio de Janeiro le premier prix de la latinité attribué par l'Académie française et l'Académie brésilienne des lettres. Il disait « El mundo del siglo XXI será migratorio o no será. El mundo del siglo XXI será mestizo o no será. » Le monde du XXIe siècle sera migratoire ou ne sera pas. Le monde du XXIe siècle sera métis ou ne sera pas. Migration, métissage, c'est l'une des conséquences de la mondialisation qui, nous ne l'oublions pas, a commencé il y a très longtemps, il y a 70 000 ans, quand nos ancêtres Homo sapiens ont commencé à quitter le territoire de l'Afrique de l'Est. Mais cette diversité interne aux langues nous gêne inconsciemment, car nous sommes formatés par l'éducation grammaticale dont je parlais tout à l'heure, à valoriser l'analogie plutôt que l'anomalie. Et parce que cela nous incite, dans un comportement autodidactique, à rechercher le connu dans l'inconnu. Ce formatage éducationnel est un simple a priori, certainement lié en partie aux processus nationaux d'unification linguistique, car on pourrait très bien, dès l'école, valoriser au contraire de l'analogie, l'anomalie, c'est-à-dire montrer les variations grammaticales qui peuvent exister, phonologiques, qui peuvent exister entre les langues. Et ce serait tout aussi possible que ce que l'on fait aujourd'hui avec les grammaires normatives. Bref, je dirais qu'aucune langue ne peut prétendre aujourd'hui à représenter seule tous les objets du monde. La deuxième chose que je voudrais aborder dans cette introduction est celle des données des mots linguistiques sur lesquels nous pouvons appuyer des analyses et des stratégies, et la façon de rendre compte du poids des langues selon le corpus et le status.
Vous remarquerez certainement qu'il peut y avoir, quand vous lisez des statistiques, des variations relativement importantes entre certaines données des mots linguistiques, c'est-à-dire le nombre de locuteurs. C'est que se pose un problème à la fois théorique et pratique. Celui de la définition d'un locuteur d'une langue. Qu'est-ce qu'un locuteur? Celui de savoir comment dénombrer les locuteurs. Le terme francophone caractérise tout locuteur qui utilise le français. D'abord comme langue première, ce qui n'est pas égal, bien entendu, au nombre d'habitants d'un territoire dans lequel le français est langue officielle. Ensuite, comme langue seconde, dans les pays bilingues comme le Canada. Mais ce qui peut inclure aussi les personnes vivant dans un pays où le français n'est pas langue officielle, mais qui utilisent cette langue quotidiennement, comme langue étrangère, par exemple les enseignants ou les traducteurs de français, voire dans d'autres activités, et dès lors se pose la question de savoir à partir de quel temps passé à utiliser cette langue on peut dire qu'on est locuteur, à partir de quels usages, parler, écrire, lire, ces 4 usages, ou seulement une partie, on peut dire qu'on est locuteur, à partir de quel niveau de connaissance, compétence, on peut dire qu'on est locuteur. On ne le sait pas, c'est une décision arbitraire. Les appréciations sont donc variables entre les usages quotidiens, les usages périodiques, les usages partiels et variables des langues. Et puis, une fois qu'on est d'accord, si on arrive à se mettre d'accord sur la définition, il faut les outils de recueil des informations auprès des personnes. Certains recensements nationaux comportent des questions sur les langues parlées dans les familles, d'autres ne comportent pas ces questions. Les informations reposent soit sur des déclarations volontaires des sujets, soit sur des extrapolations de données indirectes, comme les populations globales, rapport entre les populations globales et populations immigrées, ou les populations scolaires. Et puis, certains pays ne disposent pas d'outils statistiques fiables. Bref, plus on additionne de données locales faussées, plus le résultat global sera faussé et les erreurs amplifiées, qui peuvent atteindre parfois plusieurs dizaines de millions de locuteurs de différence entre un certain nombre de données. Cela posé, j'ajoute 2 éléments de vocabulaire avant de passer à la problématique concrète d'un espace académique à 4 langues. J'utilise les notions de corpus et de status des langues. Ces notions sont maintenant classiques et opératoires en aménagement linguistique et en sociolinguistique. Je vous laisse simplement prendre connaissance de ce que cela recouvre. C'est très très simple. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. D'un point de vue macroéconomique global, le monde multipolaire, c'est-à-dire le monde fait de flux, de pôles et d'alliances diverses, complexes et plus ou moins stables, peut être représenté au sein de regroupements géographiques dont les puissances s'équilibrent de manière relative à 3, mais dont un est encore exclu, l'Afrique. Ce découpage en 4 pôles n'est bien entendu que théorique à partir du PIB, mais il montre un possible équilibre à 3 dans un important déséquilibre à 4 actuel, et donc la nécessité de coopération multilatérale qui intègre le continent africain. Au cours des 10 dernières années, les quelques 20 000 universités qui existent dans le monde, on estime à peu près à 20 000 le nombre d'universités dans le monde, c'est encore une fois une approximation, mais il y a un accord quasi international sur le chiffre. Ces 20 000 institutions d'enseignement supérieur ont vu se développer un profond processus d'internationalisation que je qualifie personnellement d'étape cognitive de la mondialisation. Après la libre circulation des biens, celle des capitaux, des personnes et de l'information, on accède à une circulation de la connaissance. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de développer une stratégie académique interaméricaine qui a été plus ou moins portée par des volontés locales d'universités, d'États, mais aussi d'organisations comme le Congrès des Amériques sur l'éducation internationale, l'Organisation universitaire interaméricaine et le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la francophonie. Ce mouvement n'est évidemment pas homogène. Ces approches sont variées dans la dimension de l'espace à construire et du rythme de cette construction, et des questions politiques se posent très clairement selon l'approche.
S'agit-il d'un processus global ou par étapes, réduit à un réseau d'établissements, à une sous-région, à un groupe de disciplines? Selon les missions de l'université, est-ce que ça touche principalement l'enseignement? Est-ce que ça touche principalement la recherche? Selon les implications de politique linguistique, c'est-à-dire impliquant ou non toutes les langues, partout, dans toutes les disciplines, toutes les missions, ou bien partiellement, de manière stratégique. Bien entendu, ce type de mouvement n'est pas isolé de ceux qui visent à d'autres niveaux à des intégrations plus ou moins larges de type commercial, monétaire, sécuritaire, solidaire, environnemental, etc. On relève ainsi 13 accords d'union dans les Amériques qui, quelles que soient les raisons objectives ou subjectives, explicites ou implicites de leur fondation, quelle que soit la relation de cohérence-incohérence du nombre et des objets d'accord, l'ensemble favorise l'émergence d'une dynamique, ou de dynamiques plutôt au pluriel, dans un contexte mondial multipolaire. Cette dynamique d'intégration variable, dans un contexte libéral de concurrence et de compétition, a favorisé deux facteurs d'influence dans l'espace académique. La dépendance croissante des économies à l'égard de la production et de l'utilisation de nouveaux savoirs, ce qui stimule et active le processus d'internationalisation et ce qui entraîne deux conséquences: la recherche à tout prix de l'innovation scientifique, le développement de politiques publiques de structuration de la recherche dans les économies émergentes les plus dynamiques. Un autre facteur, le phénomène de délocalisation des emplois et de circulation de la main-d'œuvre, qui affecte aussi de plus en plus les emplois liés à la recherche et au développement. La question qui s'est longtemps posée pour le monde académique est de savoir dans quelle mesure il peut suivre ou s'affranchir de cette dynamique qui ne lui appartient pas à l'origine. Peut-il en bénéficier, comme c'est le cas pour les universités du réseau de l'association des universités du groupe de Montevideo, qui est quasiment devenu un opérateur du Mercosur, doit-il la craindre, faute d'y être associé comme acteur institutionnel dès la fondation et de ne pas pouvoir influencer ses orientations et les prises de position? La question est d'importance et la réponse, bien entendu, appartient aux acteurs, mais je pense qu'il serait contre-productif, face aux enjeux de la diversité, d'ignorer le potentiel de la construction d'un espace académique interaméricain à 4 langues et le potentiel de l'espace américain académique intégré dans ses relations aux autres espaces académiques dans le monde, de manière partenariale avec les espaces européens et asiatiques qui correspondent plus ou moins au même niveau de développement en relation au PIB, et de manière partenariale et je dirais solidaire avec l'espace africain. La construction d'un espace académique interaméricain est donc dans le même temps pour chaque acteur un processus d'internationalisation et un processus d'intégration. Mais il est également pour l'ensemble un processus d'internationalisation vers le monde. Quelles sont alors les raisons qui peuvent nous amener à parler d'un espace académique à 4 langues dans les Amériques? D'abord, la raison fondamentale d'une accumulation de richesses dont je parlais tout à l'heure, d'un capital culturel et linguistique américain. Ainsi, chacune des 4 langues internationales apporte de la diversité. Sa diversité dans son propre contexte national, où elle traduit et fait des liens avec les cultures autochtones, indigènes ou Premières Nations, selon la façon de les nommer, qui est déjà en soi une diversité, cette façon de nommer ces cultures. Sa diversité dans les Amériques, la diversité de son propre espace international, celui de la francophonie sur les 5 continents, celui de l'espace hispanophone international, celui de l'espace lusophone international et celui de l'espace anglophone international. La diversité culturelle et linguistique devient, dans ce contexte, un véritable outil de développement pour les acteurs individus et les acteurs établissements au sein des sociétés nationales. Mais ces raisons ne vont cependant pas de soi si on prend pour seul critère les comparaisons des mots linguistiques entre les 4 langues internationales, qui sont aussi les principales langues d'éducation scolaire et de l'enseignement supérieur. Nous allons aborder maintenant
à ce propos la représentation de la localisation des langues dans les Amériques. Le multilinguisme des Amériques, c'est-à-dire les langues considérées les unes à côté des autres, et leurs usages plurilingues dans l'espace académique, c'est-à-dire les langues qui se rencontrent par les locuteurs. Pour bien comprendre comment cela fonctionne entre les faits linguistiques, c'est-à-dire la désignation des langues par un nom et leur association à des territoires, et les faits langagiers, c'est-à-dire l'usage concret des langues par les locuteurs réels, nous devons être en mesure de répondre à plusieurs questions comme combien de langues les sujets manient-ils, du verbe manier? Y a-t-il un niveau prédéterminé de connaissances linguistiques, de compétences langagières qui permet de dire que l'usage de telle ou telle langue est possible en contexte? Et pour avancer sur ces questions, je vous propose pas 5 minutes de pause, mais 5 minutes d'activité pour vous, une activité qui va vous permettre de réfléchir à partir de votre propre expérience. L'Association internationale des interprètes de conférences a déterminé 5 catégories d'usage des langues sous une forme dite active ou passive. On peut discuter de ces notions, mais c'est un outil. Je vous propose de lire ces catégories et de vous les appliquer à vous-même, à votre répertoire linguistique et langagier. Ensuite, vous représenterez cela en les indiquant sur un arbre de compétences. Je décris ces catégories. Les langues actives A, ce sont les langues 1 ou 2, langues d'éducation dans laquelle ou lesquelles vous êtes capable de travailler complètement. Les langues actives B, langue 2, 3, dans laquelle ou lesquelles vous êtes capable de travailler partiellement. Les langues actives C, c'est-à-dire les couples de langues qui ne sont ni votre langue 1, ni votre langue d'éducation, entre lesquelles vous pouvez alterner à niveau de compétences variables. Les langues passives A, les langues dont vous avez un certain niveau de compréhension qui vous permet d'interagir vers votre langue 1 ou votre langue d'éducation, c'est-à-dire de la compréhension partielle. Et les langues passives B, les langues dont vous avez déjà manipulé des énoncés en compréhension, en production, et que vous êtes capable de repérer en les nommant. On peut faire cet exercice? Pas plus de 5 minutes. On fait ça avec un schéma petit arbre? Oui, je pense que le schéma de l'arbre est bien. Essayons de faire ça honnêtement, tranquillement. J'ai utilisé des termes qui ne sont apparemment pas des termes scientifiques. Je parlais de manier des langues. J'ai rien dit. C'est une très bonne question. Parce que je n'ai pas défini ce qu'était une langue. Langue passive B? Mais tu as déjà voyagé dans quel pays du monde? Donne-moi un exemple de voyage exotique. Tu as été en Grèce, en Indonésie, je dis un voyage exotique que tu as pu faire. Je suis allée. Oui, mais on Burkina Faso. Oui. Ah d'accord. Oui, non, une langue dans un pays dont. Donc j'ai quelques rudiments. Oui, rudiments, c'est pas mal. Le Brésil. Le Brésil. Bon. Tá legal. Suco de abacaxi. Tu as manipulé des énoncés? Oui, ok. Voilà. Le Chili.
On se demande la différence entre C et passif A. On ne pas, ils disent que c'est facile. Parce que, par exemple, une langue qu'on comprend en lisant, mais qu'on n'est pas capable de comprendre à l'oral, on Oui. est capable de parler, mais si on lit, on comprend. Oui. Ce serait quoi? Par exemple, moi, le portugais, quand je lis, je vois ce que c'est. Le C, c'est des couples de langues qui ne sont pas votre langue 1, c'est-à-dire d'autres langues. Quelle est votre langue 1? Français. Français. Vous avez des compétences en anglais, je suppose? Anglais, espagnol. Et donc, vous faites des relations, vous passez de l'espagnol à l'anglais, vous arrivez à passer de l'espagnol. Ben voilà, là, c'est les langues actives C. C'est les couples de langues qui ne sont pas votre langue 1 ou votre langue d'éducation. Ah, OK. Mais moi, dans mon cas, ça va être les mêmes que les langues B. Bien sûr, parce que vous vivez dans un pays bilingue. Dans le cas d'une langue... que je serais capable de seulement lire, mais à l'oral, je ne comprends pas. Par exemple, le portugais. Je ne parle pas portugais, Oui. je ne comprends pas vraiment parce que l'accent est compliqué. Mais Mais quand je le lis, c'est très proche de ce que je Bien connais. sûr. Donc, je comprends le portugais. Sur un type de compétence. Donc, ça serait passif A. Ouais. OK. Et passif B, ça serait langue Mais B. c'est jamais satisfaisant puisqu'il y a des cas sociolinguistiques qui sont Ouais, très c'est différents ça. dans le monde. Mais bon, on va continuer. L'important, c'est que ça fasse réfléchir. Alors, les feuillages sont-ils touffus ou clairsemés? La plupart du temps, quand je fais ce travail avec un peu plus de temps avec mes étudiants, on a des feuillages plus touffus que les étudiants imaginaient. Hein? Quand on pose la question « Combien de langues vous connaissez ?» Cette question qui ne correspond à rien. Moi, je connais plusieurs dizaines de langues. Je connais. Hein? Je connais plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Bon, pas tous mes amis, pas tous ma famille. Hein? Voilà. Connaître une langue, c'est quelque chose qui est très très flou. Hein? Et on se rend compte, en fait, à travers cela, qu'on recense un nombre supérieur de langues à celui qui serait donné en réponse à la question « Combien de langues connaissez-vous ?» Ça veut dire que notre répertoire linguistique et langagier est souvent supérieur à ce qu'on imagine, car on pense toujours à répondre en termes d'équilinguisme. Maîtriser une langue voudrait dire avoir les mêmes compétences que celles de la langue 1. Moi, je ne sais pas ce que veut dire maîtriser une langue. Ma langue 1, c'est le français. Je n'ai pas l'impression de maîtriser le français. D'ailleurs, vous avez entendu, j'ai dit « j'ai pas l'impression ». J'aurais dû dire « je n'ai pas l'impression ». Ce n'est donc pas moi qui maîtrise la langue, c'est la langue qui me maîtrise. Hein, c'est différent. Donc, cette notion de maîtriser une langue est quelque chose, sur le plan didactique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. C'est très, très variable. C'est donc une absurdité, une situation très très rare, cette recherche de l'équilinguisme en langue étrangère. Même chez les enfants bilingues, il y a très très rarement un bilinguisme parfait. Notre répertoire est toujours plurilingue, à compétences variables, jamais monolingue, même si nous ne sommes pas tous polyglottes. Ce qui me conduit à éclaircir ces notions qui sont souvent mal utilisées et souvent les unes à la place des autres. Hein, le plurilinguisme, qu'est-ce que c'est que le plurilinguisme? C'est l'état du monde constitué des répertoires linguistiques des locuteurs et de leurs contacts dans le maniement des langues. Le polyglottisme, eh bien, c'est la reconnaissance sociale, attestée, reconnue, hein, d'un traducteur capable de traduire en cette langue. Il est polyglotte, là c'est attesté de façon sociale, mais vous avez vu que sur votre arbre, plus ou moins touffu, il n'y a aucune attestation d'un certain nombre de compétences. Hein, donc on n'est pas dans ce cadre polyglotte. Le monolinguisme, bien le monolinguisme, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit, situation rare, il faudrait un certain nombre de situations. En revanche, il y a des actes monolingues. Hein.
Le multilinguisme, il s'agit aussi d'action, et là c'est l'inverse du multilinguisme, et l'équilinguisme, c'est une représentation d'un niveau de connaissance. Je ne peux pas parler telle langue parce que je ne suis pas admis à la parler, parce que je n'ai pas le niveau de connaissance et de compétence requis. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau de compétence requis? La réalité, on est souvent soumis à une sous-valorisation des répertoires linguistiques et langagiers, fondée sur une représentation de cet équilinguisme, ce qui est totalement à l'opposé des pratiques sociales courantes, puisque nous ne choisissons aujourd'hui, la plupart du temps, pas les langues qui nous bombardent. On allume la télévision, le câble, on navigue sur Internet, les langues nous arrivent et on n'a pas forcément le choix. On ne va pas se dire à ce moment-là, oh là là, moi je n'ai pas le diplôme dans telle langue et je ne vais pas aller voir l'information. Hein? Donc, c'est une vue de l'esprit. Voyons maintenant la situation des statuts et du corpus des langues dans les Amériques. Les Amériques sont au sens le plus large, qui inclurait la Caraïbe et le Groenland. C'est 770 millions d'habitants. C'est 46 États, dont plusieurs sont de petits États ou des territoires appartenant à la France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou au Danemark, si on inclut le Groenland. Pour décrire le status, il faut commencer par recenser les langues officielles et les relier à ces États et territoires. L'anglais serait donc représenté par 20 États ou territoires, l'espagnol par 19, le français par 3, le papamiento par 3, le néerlandais par 2, le créole par 2 États, même si ce n'est pas le même créole, il y a Haïti et Saint-Vincent et les Grenadines, le portugais par un seul État, le guarani, langue officielle du Paraguay, par un État, et le danois et le groenlandais par un État, le Groenland. On voit déjà un problème de taille, si j'ose dire. Le portugais a un statut comparable au guarani parce qu'il n'est parlé, parce qu'il est langue officielle d'un seul pays. Or, il y a une dimension des mots linguistiques qui n'est pas comparable entre le nombre de locuteurs. Par ailleurs, aux États-Unis, la Constitution fédérale ne définit aucune langue officielle, mais 29 États des États-Unis l'ont fait, alors que l'espagnol, avec 30 à 50 millions de locuteurs aux États-Unis, ne bénéficie que de facilités administratives dans quelques comtés. Bref, le niveau d'officialité des langues n'est pas un critère déterminant pour mesurer le poids des langues s'il est pris seul, sans être affiné. Tout compris, les Amériques, c'est 1 millier de langues, dont 4 langues européennes de communication internationale. Si l'Amérique compte presque autant d'États que l'Europe, 46 pour l'Amérique telle que je l'ai décrite et 49 pour l'Europe élargie en dehors de l'Union européenne, encore moins si on réduit l'Europe à l'Union européenne et ses 27 États, seulement 9 langues ont un statut officiel dans les Amériques contre 24 langues en Europe. Il y a donc une unité linguistique relative que la représentation cartographique renforce en enfermant les langues dans des territoires. Mais les langues ne s'arrêtent pas au territoire. Qui peut dire qu'ici exactement, il y a un locuteur, 2 locuteurs du portugais? Qui peut dire qu'ici, il y a un locuteur de l'anglais ou du français? Hein? Les représentations cartographiques nous impriment une fausse conscience de ce qu'est une langue dans un territoire. Elle n'indique par exemple pas les rapports majorité linguistique, minorité linguistique qui n'apparaissent pas au niveau macro, qui peuvent apparaître sur des cartes micro. On va maintenant essayer d'approcher un peu plus de près la réalité du poids académique des langues et de leurs relations. Tout en tenant compte des réserves que j'ai faites en introduction concernant les statistiques des mots linguistiques, et là, nos amis du Centre de la francophonie des Amériques vont hurler devant un certain nombre de chiffres, voyons quelques éléments. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir des variations de plusieurs dizaines de millions.
Hein, c'est pas seulement pour le français, ça concerne aussi l'espagnol ou l'anglais, hein, évidemment. J'ai montré que c'est faussé dès le début, donc c'est amplifié au niveau global. Les données les moins contestables, évidemment, ce sont lesquelles? Eh bien, ce sont celles du portugais, car plus de 90% du nombre total de locuteurs est concentré dans un seul pays dont il est langue officielle. C'est relativement facile, la marge d'erreur est très très faible. Plus la dispersion en pays est large, et plus l'apprentissage comme langue étrangère est attractif, ce qui est le cas de l'anglais et de l'espagnol, moins les données globales sont fiables pour estimer le nombre de locuteurs. Ainsi, pour les 3 autres langues, anglais, espagnol, français, les statistiques mondiales peuvent varier de plusieurs dizaines de millions selon la méthodologie, c'est-à-dire selon l'importance que l'on donne aux estimations. On se fonde beaucoup sur des estimations qui sont le fruit d'interrogations d'informateurs locaux en l'absence de statistiques issues de recensement. Ainsi, on interroge les postes diplomatiques en leur posant... Quand j'ai travaillé au Brésil pour le poste diplomatique français dans les années 90, et j'ai reçu ce type de demande de statistiques de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et je me souviens y avoir répondu de manière approximative, comme tous mes collègues dans le monde, et vous imaginez bien que les résultats, au bout, ne voulaient pas dire grand-chose. Hein. Les corrélations avec des populations scolaires, avec des données de migration, qui ne sont pas toujours très claires elles-mêmes. Les mêmes incertitudes existent avec des données qui sont importantes pour notre problématique. Le nombre d'étudiants qui apprennent les langues. Beaucoup d'universités dans le monde qui sont incapables de dire, hein, comme spécialistes ou comme non spécialistes. Le nombre de chercheurs qui ont des connaissances, compétences dans ces langues. C'est très difficile de mesurer ça aussi. Hein. Prenons donc ces informations des mots linguistiques comme des données relatives et non comme des données objectives consolidées. On constate cependant que l'importance des mots linguistiques de l'espagnol, c'est-à-dire le corpus de l'espagnol, ne se traduit pas en gain de status comme langue de diffusion scientifique. En revanche, le français, langue minoritaire, bénéficie de meilleures positions que l'espagnol dans ce domaine. Les scientifiques de ces 30 pays, les scientifiques de ces 30 pays ont contribué à la plus grande part des 5 millions d'articles scientifiques publiés dans le monde entre 2008 et 2012. On peut voir que 4 pays des Amériques, les États-Unis, le Canada, le Brésil et le Mexique, font partie de ces 30 pays et représentent potentiellement les 4 langues. Je dis bien potentiellement, car il faut compter avec les articles publiés en anglais dans ces 4 pays. Au Canada, la part des publications québécoises reste grosso modo assez stable, autour de 23%, mais on sait que 75% des articles publiés par les chercheurs québécois en dehors du Québec et au Québec le sont en anglais. Une autre source, le Latindex, qui recense les publications dans les pays ibéro-américains, montre que sur quasiment 19 000 revues en Amérique latine et Caraïbes, la distribution reflète l'importance de la production au Brésil, 5 522 revues indexées, et au Mexique, 2 644 revues indexées, dans lesquelles le portugais et l'espagnol restent des langues majoritaires, bien qu'on y trouve également des revues complètes en anglais et en français, et des articles publiés en anglais et en français. Une deuxième source latino-américaine, le système d'indexation Cielo, Scientific Electronic Library Online, recense en 2015 1254 revues de 11 pays d'Amérique latine, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Mexico, Pérou, Uruguay, Venezuela, et a ajouté l'Afrique du Sud. Mais à l'inverse du Latindex, ce système d'indexation cherche à promouvoir la publication en anglais comme vecteur d'internationalisation de la production scientifique et de facteur d'impact par citation. Par une sorte de dispositif incitatif, ce système encourage les revues et les chercheurs à publier en anglais. On a là, entre Cielo et Latindex, 2 démarches stratégiques opposées. Personnellement, je pense que c'est une illusion de penser que forcer les revues non anglophones à publier en anglais
contribuent à leur valorisation et à la valorisation de leurs articles. Outre la qualité scientifique, ce n'est pas tant, comme on le disait tout à l'heure, la langue qui valorise un article que la place de la revue sur le marché international des publications scientifiques qui est aujourd'hui aux mains de groupes situés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce n'est pas parce qu'une revue colombienne se mettrait subitement à ne publier que des articles en anglais que son audience scientifique serait décuplée et l'impact des articles considérablement amplifié. On peut prendre en exemple les revues de l'espace anglophone qui restent peu connues, peu indexées. Celle du Nigeria, vous connaissez, celle de l'Inde, voire celle de l'Australie. Ce n'est pas parce qu'elles sont en anglais qu'elles participent à cette reconnaissance internationale. D'ailleurs, Scielo reconnaît implicitement cela en montrant qu'entre 2002 et 2004, sur les 10 revues latino-américaines ayant le facteur d'impact le plus élevé, au moins 6 publiaient des articles en espagnol et en portugais. Le poids des langues dans la science s'exerce aussi par les collaborations scientifiques. Ces activités qui aboutissent à des publications en co-autorat sont aussi le lieu d'espace d'interlocution plurilingue où les langues se rencontrent. Il est évidemment difficile d'en saisir les données quantitatives, mais des travaux sur les échanges plurilingues dans les forums en ligne et lors de communications par courriel montrent qu'il ne faut pas exclure ces comportements langagiers. Il est tout à fait possible de construire en plusieurs langues en même temps un objet de discours commun. On peut donc estimer que plus il y a de collaborations scientifiques internationales, quelle que soit la langue finale de publication, la construction de l'objet scientifique de discours est plurilingue. C'est une remarque qui va d'ailleurs à l'encontre de ce qui a pu être dit hier lors de la table ronde sur l'incidence du développement économique sur la francophonie. J'ai été très étonné lorsque se posait la question, est-ce qu'on fait des affaires en français ou en anglais? C'est séparé. Si on en fait en français, on en fait en français. Si on en fait en anglais, on en fait en anglais. On ne peut pas parler chacun sa langue, on ne peut pas mélanger les langues. C'est comme si on ne pouvait pas le faire. Les questions portaient autour de ça. Or, on montre très bien, il y a des travaux de sociolinguistique qui montrent qu'on peut, en mélangeant les langues, construire un objet de discours commun, même complexe. On peut penser donc que la collaboration scientifique est un processus long dont la publication finale n'est qu'un résultat et que dans l'interaction quotidienne, le plurilinguisme l'emporte sur le monolinguisme, en particulier pour les ajustements théoriques et argumentatifs qui impliquent des tâtonnements de recherche. La recherche se produit par tâtonnement et il est difficile de faire du tâtonnement dans une langue étrangère. Ainsi, le monolinguisme en sciences pourrait être qu'une apparence de surface pour deux raisons. L'accroissement des coopérations internationales est facteur d'activation d'échanges plurilingues. La publication en anglais n'est pas nécessairement le résultat d'un processus monolingue en anglais. Ce qui compte in fine pour apprécier le potentiel d'espace d'interlocution plurilingue dans la production scientifique, c'est la distribution de la localisation des chercheurs par pays. Et on voit par exemple que l'amplitude des coopérations des chercheurs, c'est pas très lisible, des chercheurs québécois développés avec de nombreux pays, en priorité les États-Unis et la France, mais aussi avec le Chili et le Mexique, n'existe pas avec le Brésil. Ce qui est un paradoxe quand on sait que le Brésil est en 13e position mondiale en matière de production scientifique devant la Russie. Les interactions collaboratives se développent donc dans des espaces d'interlocution plurilingues, même si elles aboutissent à des publications monolingues. L'espace d'interlocution est une notion qui permet d'appréhender la complexité des relations entre les langues dans différents espaces sociaux sous forme de pôles et de flux. Les pôles, c'est quoi? Eh bien, ce sont des agglomérations urbaines, les aéroports, les gares, les universités comme lieu de mobilité et de conférences et de colloques, et les flux, ce sont les échanges dans les moyens de transport internationaux, les conférences internationales, les colloques, comme les échanges également par support électronique. Les espaces d'interlocution sont plastiques, instables,
ce qui les rend difficiles à saisir dans un corpus. Ils sont faits de pôles distributeurs et de pôles récepteurs. En insérant dans ce type de modèle des données statistiques comme par exemple le nombre de pages Wikipédia par langue correspondant au même article, le nombre de publications scientifiques avec des traductions, le nombre de sites web spécialisés en plusieurs langues, le nombre de traductions vers les langues, on obtient une représentation schématique en pôles et en flux qui montre comment les langues sont en contact productif. Voyons maintenant quelques données pour apprécier comment les mobilités, et j'ai deux points pour terminer, jouent un rôle dans la construction de l'espace académique à 4 langues. Comme j'ai pu le mentionner au début, parmi les facteurs adjuvants, la quête de l'innovation pour faire face à la concurrence économique influe fortement sur les politiques d'internationalisation des universités, ce qui pousse ces universités à accroître leur volume de mobilité sortante et entrante. Quand on parle d'internationalisation des établissements, il faut comprendre que cela inclut l'internationalisation des acteurs, les personnels gestionnaires des universités, les enseignants-chercheurs, les étudiants, mais également l'internationalisation des savoirs par les collaborations, la diffusion scientifique et par l'enseignement. Que savons-nous des mobilités internes aux Amériques ? Mis à part en direction des États-Unis, elles sont en nombre globalement très en deçà des mobilités entre les Amériques et l'Europe, principalement avec l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. D'un point de vue multilatéral, elles ne peuvent s'appuyer, et là c'est un problème structurel global important, sur un puissant financeur intergouvernemental comme peut l'être l'Union européenne et renvoie donc à des politiques publiques purement nationales. Si on observe les mobilités étudiantes du point de vue du potentiel de création d'espaces d'interlocution en langues étrangères, on voit que l'Amérique latine est principalement orientée vers les États-Unis, avec plus de 53 000 étudiants latino-américains inscrits en mobilité dans les universités des États-Unis, et représente ainsi 40% des mobilités latino-américaines dans le monde. Le reste, 60%, part vers les pays européens, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir de 2010, on voit apparaître des reconfigurations. D'après les données de l'UNESCO, en 2010, la zone Amérique latine-Caraïbes compte 183 000, 184 000 étudiants en mobilité sortante, ce qui représente une augmentation de 34% par rapport à 2006. 34% d'augmentation en 4 années. Et 18% des mobilités sont intra-américaines. Si les mobilités sortantes, dans ce cadre, restent dans un flux sud-nord classique, les mobilités entrantes semblent témoigner d'une évolution intra-régionale. Si Cuba a été historiquement le principal pays d'accueil d'étudiants étrangers en Amérique latine, plus de 27 000 en 2011 selon l'UNESCO, une diversification apparaît nettement à partir de 2010. 4 pays accueillent aujourd'hui plus de 90% des étudiants de la zone. Cuba, le Brésil, le Chili et plus récemment encore l'Argentine. Pour 2 de ces pays, Cuba et le Chili, la mobilité intrarégionale représente la plus grande part de la mobilité entrante, avec respectivement 75 et environ 90% des mobilités qu'ils accueillent. Pour le Brésil et l'Argentine, les provenances sont plus diversifiées. Le Brésil, 3e pays latino-américain d'accueil des étudiants internationaux, a reçu quasiment 15 000 étudiants étrangers, dont 25% étaient originaires d'Amérique latine et des Caraïbes. L'Argentine, et là c'est tout à fait nouveau, semble devenir un nouveau leader qui apparaît avec plus de 50 000 étudiants étrangers en 2013, dont la moitié de latino-américains et principalement de Colombie. Pour dynamiser ces pratiques qui encore récemment restaient faibles, de nombreux pays émergents se dotent de programmes nationaux de mobilité internationale. C'est le cas, vous connaissez le programme Sciences sans frontières du Brésil, qui ambitionne d'envoyer en 4 ans 101 000 étudiants à l'étranger. Le Mexique a un certain nombre de programmes plus ou moins comparables, pas en quantité mais en qualité. La Colombie aussi a des programmes de ce type et on en voit se développer en Équateur, dans d'autres pays d'Amérique latine. Quelles sont donc les probabilités de création d'espaces d'interlocution plurilingue dans le cadre de ces mobilités? Il est difficile de
comparer des données relatives en pourcentage avec des données brutes, mais il semble que la diversité culturelle et linguistique des mobilités des étudiants canadiens, qui est quasiment totalement concentrée dans l'espace culturel et linguistique anglo-saxon, est plus faible que celle des étudiants des États-Unis. Ce n'est encore qu'une hypothèse de travail, car il faudrait rapporter les chiffres au volume de population globale, mais c'est une hypothèse de travail intéressante. La distribution des étudiants latino-américains est plus large et donc plus ouverte vers une diversité culturelle et linguistique. On le voit avec le Mexique, hein, on voit ici la distribution des étudiants mexicains internationaux pour seulement les 17 premiers pays. Le Mexique envoie dans 41 pays différents ses étudiants. Et on le voit avec le Brésil, la distribution de ces quasi 80 000 étudiants du programme Sans frontières entre 2012 et 2014 a été dans 30 pays différents. On a donc une grande diversité de mobilité sortante. Et je vais terminer sur les facteurs institutionnels qui peuvent aider à l'interaction culturelle académique. Nous avons vu ici les collaborations scientifiques et les mobilités qui sont des facteurs humains, l'activité sociale des sujets académiques, les enseignants, chercheurs et étudiants qui contribuent à la multiplication des espaces d'interlocution plurilingue. Et nous allons pour terminer voir comment les institutions elles-mêmes de l'enseignement supérieur sont des acteurs d'une internationalisation qui dynamise le potentiel d'exposition aux langues et aux cultures académiques différentes. Si on observe la composition de 4 associations de la région, réseau d'universités, on peut rendre compte du fait que la dynamique d'internationalisation conduit à des imbrications de réseaux. C'est dans les Amériques, quand on compare avec les autres espaces dans le monde, que l'on trouve le plus d'organisations nationales, régionales et internationales qui regroupent soit des établissements, soit des recteurs d'établissements, soit des responsables de relations internationales. Les Amériques sont prolifiques en création d'organisations et d'associations. L'observation de ces organisations, leurs objectifs et leur composition est très intéressante car elle permet de définir des niveaux d'intégration et des niveaux d'isolement. Ainsi, 4 universités, toutes brésiliennes, font à la fois partie de 4 organisations. L'OUI, l'Organisation universitaire interaméricaine, qui regroupe 294 universités dans 25 pays des Amériques. L'AUF, Agence universitaire de la francophonie dans les Amériques et la Caraïbe, qui regroupe dans cet espace 80 établissements dans 15 pays. L'Association des universités du groupe de Montevideo, qui regroupe 31 universités membres dans 6 pays, dont 13 sont également membres de l'AUF. Le GCUB, le groupe Coimbra des universités brésiliennes, qui réunit 63 universités membres dans un seul pays, et dont 15 sont membres en même temps de l'AUF et 11 sont membres en même temps du groupe de Montevideo. Globalement, ces 4 universités sont membres de 4 associations, 10 font partie de 3 associations, 69 sont membres de 2 associations. Il n'est pas certain, et je termine là, que d'appartenir au plus grand nombre d'organisations soit a priori un gage d'efficacité. On ne peut pas davantage affirmer l'inverse d'ailleurs. Mais l'extension et la variété des partenariats que cela génère est certainement facteur de contact de cultures académiques différentes, de langues officielles, d'éducation, qui intègrent les 4 langues, anglais, français, espagnol, portugais, et de langues véhiculaires d'information variables selon les situations. Pour conclure, et je vous laisse la parole, je dirais que la chance des Amériques, c'est d'avoir une diversité culturelle importante, ce qui est un capital culturel, et une relative homogénéité linguistique à 4 langues internationales, qui est également un capital potentiel dans la mesure où les universités en prennent conscience et les insèrent dans leur politique linguistique qui devrait être une composante de leur stratégie de développement. Merci.
Merci beaucoup, Patrick. Donc, on a certainement le temps pour des interventions, des commentaires, des réactions. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Chardonnay, de votre exposé. Je m'appelle Alejandra Maya et je viens de l'Honduras. Pour moi, il a été vraiment très intéressant tous les contenus que vous avez présentés. Et je voudrais savoir quels sont les facteurs que vous pensez que déterminent l'intégration d'un pays comme l'Honduras, par exemple, aux espaces de mobilisation pour promouvoir cette création d'espaces plurilingues que vous avez parlé. Et en ayant un contexte qu'aujourd'hui, on regarde une relation chaque fois moins proche entre notre pays et des organismes, comment te dire, francophones. Au moment, aujourd'hui, seulement le Centre de la francophonie c'est qui fait un soutien important aux initiatives francophones dans notre pays. Donc, je voudrais savoir quels sont les facteurs qui déterminent que notre pays pourrait s'intégrer à ces espaces que vous avez mentionnés. Il y a plusieurs contextes qui se superposent. Le Honduras fait partie de l'Amérique centrale. L'Amérique centrale n'a pas d'organisme qui rend cohérent une politique d'Amérique centrale, des pays d'Amérique centrale. Il n'y a pas de regroupement qui le fait. Il y a un regard très fort du Mexique sur l'Amérique centrale. L'Amérique centrale, diplomatiquement, estime que le Mexique diplomatiquement estime que l'Amérique centrale ne lui appartient pas, mais est une zone d'influence qui se traduit par des coopérations en matière scientifique et universitaire assez importantes. Et le reste des autres espaces trouve difficilement à s'insérer, pour plusieurs raisons. Parce que ce sont en surface de petits pays, et quand je dis petits pays, ce n'est pas dévalorisant, c'est une surface simplement, avec un nombre d'universités relativement restreint par rapport aux autres grands pays. Donc le nombre de coopérations est globalement inférieur à ce qu'elles peuvent être avec des pays comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie, des pays qui ont une grande surface et un grand nombre d'universités, ce qui fait que les choses sont un peu difficiles. Il y a dans votre zone un opérateur très très fort qui est le Costa Rica, parce que le Costa Rica est membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Il a le français obligatoire dans l'enseignement secondaire. C'est donc un poids important de référence locale. Et c'est vrai que lorsqu'on pense à des coopérations, comme vous le disiez au début, on pense à des coopérations très très loin, des coopérations souvent sud-nord, très très éloignées, alors qu'il existe des capacités beaucoup plus proches. Il existe aussi des capacités avec la Caraïbe, bien entendu. Il y a des universités francophones en Caraïbes. Et puis, il y a une nouvelle université francophone sur le territoire d'Amérique du Sud, puisque l'université de Guyane s'est rendue indépendante de l'université de Guyane et de Caraïbes et des Antilles. Donc, on a aujourd'hui une université française qui est sur le sol, sur le territoire sud-américain. Donc il y a des potentialités, mais il y a aussi un certain nombre de difficultés auxquelles j'ai fait référence. Excusez-moi, juste une dernière question par rapport. Aussi, comment pensez-vous qu'on pourrait générer des statistiques pour mesurer si clair comme des autres pays? Quels instruments croyez-vous qu'on pourrait implémenter? Ça, c'est une question qui s'est posée dans beaucoup d'espaces linguistiques. Les ressources statistiques dépendent des infrastructures de recherche.
hein. Il faut des chercheurs qui aient les capacités de développer localement des outils. Il faut des financements aussi pour le faire. Mais les financements, ce n'est pas trop un problème pour des pays comme les pays d'Amérique centrale qui ont des droits de tirage à des prêts internationaux que n'ont pas un certain nombre d'autres pays. Hein, surtout pour mettre en place un système statistique, je suis certain qu'un pays d'Amérique centrale qui souhaite mettre en place un système de recensement efficace, il va trouver des appuis internationaux financiers. Après, c'est la méthodologie hein, qui est beaucoup plus complexe. Bonjour, c'est Justine de la Colombie-Britannique. Merci encore une fois d'être venu de votre exposé. Ça me fait plaisir de vous avoir rencontré hier soir pendant le dîner. Donc ma question, dans quelle mesure, selon vous et votre recherche, dans quelle mesure est-ce que l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères, que ce soit les 4 langues des Amériques, peuvent au fur et à mesure mener à la perte de l'identité ou de la culture natale? Non. Oui, c'est une question qui est posée dans votre région par rapport aux Premières Nations, c'est une question qui est posée par rapport aux populations immigrées, notamment asiatiques, principalement à Vancouver. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. C'est tout à fait légitime de les poser, mais aussi on est dans un monde glocalisé, hein, à la fois globalisé, mais aussi fortement localisé. Il n'y a pas de recette. Hein, bien entendu, les questions sont légitimes et les façons d'y répondre, il y a des façons de répondre pédagogiques, localement, dans les écoles. C'est-à-dire qu'on peut apprendre une langue étrangère sans renoncer à son identité. J'ai participé à un ouvrage sur les identités francophones il y a quelques années, et les identités francophones, elles sont multiples. Hein, ce n'est pas parce qu'on adhère à une identité francophone, et ici on a des latino-américains qui peuvent s'identifier comme francophones sans renoncer à leur identité latino-américaine. Alors il y a les rapports de force, bien entendu. Oui, c'est ça. Effectivement, je pense qu'il faut aussi recadrer ça dans des rapports de force aussi. Oui. Hein. On l'a vu justement au Canada avec la commission Vérité-Réconciliation. Oui. Donc, c'est quand même pas facile ben, peut-être que tu veux continuer. C'est-à-dire qu'il faut faire attention avec ce genre de discours. Il ne faut pas le prendre dans l'absolu, parce qu'ici, les Autochtones qui ont été envoyés dans des écoles résidentielles, si on utilise votre propos, bien, comment se fait qu'ils ont perdu leur langue alors qu'on leur enseignait en anglais, mais on abusait d'eux aussi. Oui, donc, oui, tout à fait. Il faut quand même pas non plus tomber dans un optimisme qui fait abstraction de tout rapport de pouvoir. Hein. C'est vraiment quand même... Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai minoré cela pour mettre en évidence un certain nombre de choses, mais le plurilinguisme peut être violent aussi. Hein. Il y a, cette dimension existe, bien entendu. Vous faites bien de le rappeler. Bonjour, merci. Je voulais donner un groupe d'exemples de comment on peut favoriser l'intégration des connaissances scientifiques dans la région des Amériques. Ça vient de la démographie, par exemple. Il y a le Centre latino-américain de démographie des Nations Unies, ça existe depuis une cinquantaine d'années. Oui. C'est un bureau qui formait les démographes et les statisticiens de tous les pays des Amériques. Et ça aide énormément pour avancer les connaissances et aussi établir des réseaux de collaboration pour les bureaux de recensement, les bureaux nationaux de statistiques. Alors, c'est un grand vecteur de rassemblement et intégration depuis très longtemps, et ça existe encore. Et alors, je pense que le message que ces intégrations, ça peut passer par les domaines spécifiques, comme agriculture, ou l'économiste, architecte. Je pense que c'est une des plateformes très importantes. Un autre exemple ici, au Québec, dernièrement, ça s'appelle le COLUFRAS. C'est une organisation de coopération entre les pays, le Brésil et le Québec, lusophone et français. Ils ont eu déjà 2 congrès, n'est-ce pas, un au Canada, un au Brésil. Alors, je pense que c'est par différents secteurs qu'on peut faire l'avancement et l'intégration des connaissances. Et pas juste comme l'Organisation des États américains, les grands organismes politiques et tout cela très lourd. Alors, je pense que c'est secteur par secteur. Oui.
Vous avez certainement raison. Hein, je faisais référence aux 13 entités qui existent dans les Amériques, mais on connaît bien, elles patinent, ces entités, hein, politiquement. Mais les coopérations réelles, et là, les collaborations scientifiques réelles entre chercheurs sont certainement plus performantes et plus intéressantes, et elles amènent de la diversité et ces espaces d'interlocution. Ce n'est pas les grands organismes qui amènent ça. Mais on est dans un cadre, s'il n'y avait pas ces grands organismes, il n'y aurait pas politiquement une sorte de chemin qui est ouvert. Hein, si on avait plutôt quelque chose de fermé, hein, des politiques comme ça a été à certaines époques, hein, avec l'Amérique latine, on ne serait pas dans cette situation. Ce serait plus difficile d'avoir des visas, même si aujourd'hui, ce n'est pas toujours très simple d'avoir des visas. Mais à une époque, oui, à une époque, c'était encore plus difficile. Oui, bonjour. Deux petites questions. Une concernant la partie un peu plus linguistique de l'exposé au début, sur la question des langues et sur la question du numérique qui a paru plusieurs fois dans différentes discussions. Il y a 6000 langues environ dans le monde, 200 qui sont enseignées, et il y en a environ 500 qui sont présentes sur Internet et qui sont écrites. Donc beaucoup de langues orales qui en fait commencent à s'écrire grâce à Internet. Donc comment voyez-vous le rôle et les possibilités du numérique dans cette articulation des langues? Et la deuxième question concernant l'aspect universitaire et la mobilité, où en est aujourd'hui la question de la mise en place d'un passeport francophone pour favoriser les mobilités? Je sais que c'est une question qui a été évoquée plusieurs fois. Et donc, où en est cette question? Bon, pour répondre à cette question immédiatement, rapidement, c'est de l'illusion. Il ne faut pas s'illusionner, on n'aura jamais, dans les prochaines années, de décision d'une organisation comme l'Organisation internationale de la francophonie qui n'a pas de pouvoir d'obligation en direction des États. Hein. Donc on n'aura jamais une décision, chaque pays voudra conserver ses prérogatives et c'est tout à fait normal de ce point de vue-là. Donc c'est une sorte de leurre. Hein, c'est une revendication très très forte, notamment des enseignants-chercheurs en Afrique, hein, qui voudraient pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement, mais je ne pense pas qu'on ait de solution à court terme. En revanche, les langues sur Internet, c'est vrai que pour faire un lien avec la précédente intervention sur la question qui était posée sur les capacités à contourner les contraintes académiques de publication, par exemple. Hein. On a, avec les outils qui existent aujourd'hui, un potentiel très très important. On aura certainement, aujourd'hui, en matière de langue, on peut apprendre le Kiswahili en direct, on cherche Kiswahili, on a une méthode relativement bonne qui permet d'apprendre le Kiswahili. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, et comme vous l'avez dit, il y a des langues qui n'étaient pas équipées et qui s'auto-équipent, hein, en alphabet pour des raisons de communication. C'est un avantage, certainement, et on voit se dessiner, l'Internet est en même temps un outil et en même temps donne une image de la dynamique des langues. Hein. On sait que sur Internet aujourd'hui, l'anglais n'est plus progressif, il a atteint en page web ses capacités maximum, et qu'il y a une apparition, une dynamique sur un ensemble de langues qui n'était pas perceptible il y a seulement une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, si on avait dit que toutes ces langues seraient présentes sur Internet, certains nous auraient dit que c'était une vue de l'esprit. Non, c'est réel. Je pense que nous le vivons quotidiennement. Hein. Je parlais tout à l'heure du bombardement linguistique. C'est ce qui nous permet justement d'être bombardés linguistiquement. Aujourd'hui, on peut avoir des accès à des pages dans ce qui représente aussi des corpus pour l'apprentissage, qui représente des corpus pour la recherche, dans des langues très très importantes immédiatement. Alors après, évidemment, comme toujours sur le web, authentification des sources, etc., c'est des questions qui sont complexes, bien entendu. Oui, bonjour, Mélior Joseph d'Haïti. Et la question est très intéressante, surtout la thématique de votre exposé. C'est les Amériques, vers un espace des Amériques à 4 langues. Donc en Haïti, déjà, on fait face à ces 4 langues. Pourquoi? Parce que
d'abord, on a le français, et ensuite, dans le contexte, par rapport à nos rapports avec la République dominicaine, donc on a l'espagnol également, bon, et l'anglais par rapport aux États-Unis. Et maintenant, on constate une émigration vers le Brésil. Oui, donc il y a eu une forte présence haïtienne au Brésil présentement. C'est pour dire que ces 4 courants linguistiques nous traversent. Et toutefois, je me demande, est-ce que réellement, bon, par rapport à l'expérience qu'on fait en Haïti aux langues, on voit les langues plus comme instrument de domination géopolitique, comme facteur d'intégration. C'est-à-dire que certes, il y a beaucoup de langues qui nous traversent, mais malgré tout, on sent une certaine isolation. C'est-à-dire, que ce soit par rapport au Québec, il y a une forte présence haïtienne au Québec, mais on se demande, est-ce qu'il y a véritablement une intégration, lorsque je parle d'intégration économique, sociale, tout ça. Donc, je trouve qu'on n'a pas tellement insisté sur le facteur géopolitique de domination et par rapport aux langues, par rapport aux divers exposés qui ont été faits. Et je pense que nous devons insister sur cet aspect et comment faire en sorte que les pays qui sont dans une situation plus difficile s'intègrent. Certes, on ne va pas perdre, et le facteur géopolitique ne va pas disparaître, mais il faut comment promouvoir le facteur d'intégration par rapport au rapport des langues. Vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs dans votre propre discours, vous-même, vous avez fait, quand vous avez dit on a d'abord le français, vous avez fait l'impasse sur le créole. Hein, et donc on est traversé par ces rapports de domination qui existent, comme vous le disiez tout à l'heure pour la vision du plurilinguisme. Les langues sont aussi à la fois porteurs, elles accompagnent aussi des rapports de force. Hein, et bien entendu, ce n'est pas isolé de cela. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est ça. Je ne vais pas parler du créole parce que c'est plus que naturel. C'est tout à fait naturel qu'on parle créole là-bas. Mais ce créole-là, que la majorité de la population revendique, ne nous permet pas d'aller vers un processus d'internationalisation, d'intégration internationale. Donc, voilà pourquoi j'ai aimé la façon dont vous avez fait l'exposé en disant que les langues peuvent accompagner, peuvent couvrir ou bien peuvent approprier. Tous les objets au monde peuvent être appropriés d'un discours linguistique, quoi. Mais c'est une question de valeur. Quelle valeur porte telle ou telle langue qui fait qu'elle ne peut pas être considérée sur le plan international comme telle ou telle autre? Oui, en Caraïbes, le choix qui a été fait pour le français, pour l'organisme qui gère les États, enfin qui rassemble un certain nombre d'États de la Caraïbe, il y a un moment, Haïti voulait que ce soit, pas le gouvernement haïtien, mais les acteurs d'Haïti voulaient que ce soit le créole qui soit choisi comme langue. Mais c'est le français qui a été choisi pour des raisons géopolitiques, bien entendu, d'influence. Cela dit aussi, il y a des raisons sociolinguistiques, puisqu'il n'y a pas toujours un niveau d'intercompréhension très, très important entre les différents créoles de la Caraïbe. Hein, vous savez, j'ai participé à un colloque il y a quelques années à Fort-de-France, où il y avait des collègues spécialistes du créole de toute la région. Et le constat avait été fait, on recherchait les capacités d'intercompréhension, et le constat a été fait que c'était assez difficile finalement, hein, parce qu'il fallait qu'il y ait un créole dominant qui se développe. Donc on est dans ce cas-là dans un rapport aussi géopolitique localisé. C'est moi qui ai la flamme. Alors, Monsieur Chardonnay, merci. Marisa du Brésil. Ma question, je reviens aux universités et au processus d'internationalisation. Là, je voyais votre schéma. On n'est pas capable vraiment de lire les petites lettres, mais ça nous donne une idée quand même. Et je me posais la question, est-ce que là, pour l'agence universitaire de la francophonie, n'aurait-on pas des actions plutôt plus affirmatives qu'elles ne le sont actuellement pour collaborer dans le processus d'internationalisation des universités de périphérie, comme c'est le cas de la mienne, par le biais de ce programme Langues sans frontières à la suite de Sciences sans frontières? Parce que là, je pense que ce serait vraiment une piste peut-être pour nos rapports, pour que ça se rapproche. Une bonne nouvelle, simplement pour répondre, nous signons
dans les prochains jours un accord officiel de coopération technique avec le ministère de l'Éducation du Brésil, entre l'AUF et le ministère de l'Éducation du Brésil, afin que l'AUF finance. L'AUF n'est pas un opérateur, c'est nos universités membres qui sont les opérateurs, mais nous finançons la formation des enseignants de français langue étrangère au français sur objectif universitaire pour préparer de manière spécialisée les étudiants qui vont partir en mobilité, les étudiants brésiliens qui vont partir en mobilité. Donc on le fait, mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que nous ne sommes pas les acteurs. Hein. Il faut donc qu'il y ait à la fois des demandes et des constructions des projets. On ne va pas se substituer aux universités. Donc, on va prendre une dernière question. Après, on va se diriger vers la salle 4007 pour la prise de photos. D'accord. Merci. Ma question, est, dans un premier temps, sera une extension par rapport à l'intervention de Mélior. Et je voudrais souligner, et par rapport au sujet, c'est qu'il y a plutôt vers un espace académique, et le sujet, je le rappelle, vers un espace académique des Amériques à 4 langues. Est-ce que cela sous-entend, en soulignant les 4 langues, je veux bien croire qu'il s'agit de l'espagnol, de l'anglais, du français, de l'espagnol et de l'anglais, si je crois, oui, du portugais. Est-ce que cela veut dire que le créole est écarté dans l'ensemble? Ou encore, parce qu'il faut bien souligner encore qu'à l'université, même dans les lycées et collèges en Haïti, on fait une approche contrastive de l'enseignement du français, c'est-à-dire on utilise le français, le créole pour la compréhension du français, et parfois on emploie le français pour une meilleure compréhension du créole. Est-ce que le créole ne peut pas aider vers l'évolution de cet espace académique dans les Amériques, puisque l'on sait également que l'on enseigne le créole haïtien dans certaines universités aux États-Unis. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, est-ce que l'Internet ne peut pas contribuer à la résurrection des langues que l'on classe ou encore que l'on estime mortes ou encore frappées de cas de disparition, je ne sais pas tout? Pour répondre à cette dernière question rapidement, c'est un peu comme les dinosaures. On peut imaginer, il y a des gens qui imaginent qu'on peut reproduire par clonage des animaux qui auraient disparu. Je ne pense pas que réimplanter... La dernière langue qui a connu un succès, c'est l'hébreu, de ce point de vue-là, qui était une langue morte qui avait complètement disparu. Et il a fallu une volonté politique et des moyens très forts d'Israël pour remettre cette langue comme langue vivante. Donc c'est possible, mais relativement limité. Quant au créole, vous avez tout à fait raison. Hein. J'ai bien dit, j'ai parlé des 4 langues internationales pour la coopération internationale, les échanges internationaux en matière de production et de diffusion scientifique, mais j'ai dit aussi que ces langues s'enrichissaient localement, chacune de ces langues. Le français s'enrichit de ses contacts de langue dans les différents territoires, et le français d'Haïti ne pourrait pas vivre sans le créole. Et si on reprend votre idée de l'exercice que vous nous avez fait faire, c'est que l'arbre et le feuillage soient touffus ou clairsemés, on peut voir justement que les variétés dans les langues enrichissent aussi ces grandes langues dans l'espace des Amériques. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.